Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Je vais interviewer une de mes idoles. C'est M. Bertrand Piccard, renommé comme étant un grand explorateur, un pionnier des technologies vertes, un aviateur. C'est lui qui a fait le tour du monde en avion solaire, un psychiatre. C'est un homme qui a beaucoup écrit aussi. Je vous suggère ses lectures. Moi, j'ai lu beaucoup de ses livres. Alors donc, c'est un grand plaisir et un grand honneur. Monsieur Piccard, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Une autre fois à la COP, n'est-ce pas, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de lucidité aussi. Est-ce que vous êtes ici avec des objectifs précis cette année? Oui, l'objectif, comme d'habitude, je dirais, de changer le narratif. D'arrêter d'avoir tous les chefs d'État qui se succèdent à la tribune en faisant la liste des problèmes et en se contentant de dire il faut faire quelque chose. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que les chefs d'État disent quoi faire et comment faire. Implanter. Et pour ça, eh bien, il faut des solutions. Donc notre rôle à la Fondation Solar Impulse, c'est ce qu'on a fait pendant 5 ans avec Ecotech Québec, c'est d'aller chercher des solutions partout dans le monde, des solutions économiquement rentables et capables de protéger l'environnement, et de les amener aux chefs d'État, de les amener aux régions, de les amener aux villes, de les amener aux entreprises, pour qu'il y ait vraiment une implémentation qui puisse se faire et qu'on passe des grands discours vides à des actions concrètes. Très bien. Donc, en quoi votre expérience, parce que vous avez une vaste expérience, que ce soit, comme on disait tantôt, d'exploration, de découvreur, de pionnier dans les technologies, de psychiatre, d'aviateur, en quoi votre expérience vous aide-t-elle à accomplir votre rôle et votre mission aujourd'hui? Eh bien, écoutez, comme psychiatre, on sait qu'il faut parler le langage des gens qu'on veut convaincre. Et c'est pour ça que je pense que ceux qui nécessitent le plus de conviction et de travail de conviction, c'est les décideurs économiques et politiques. Donc, il faut parler le langage de la création d'emplois et du développement économique dans le cadre de la protection de l'environnement. Sinon, ils ne nous écouteront pas. Et puis, en tant qu'explorateur, ce que j'aime, c'est explorer pas seulement des nouvelles manières de voler, mais des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières d'agir, nouvelles manières de transposer les crises en opportunités. Donc, oui, alors on voit que vous avez réfléchi à votre rôle, à vos expériences dans la vie et comment les importer, si on peut dire, à ce domaine des changements climatiques, n'est-ce pas? Oui, absolument. Vous avez publié un livre, Dr Piccard, intitulé « Réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques ». Qu'est-ce que pour vous une action climatique réaliste? Une action réaliste, c'est une action qui cherche à obtenir un résultat, quelle que soit sa propre idéologie. Parce qu'aujourd'hui, on voit que dans chaque idéologie, on se bat contre les autres pour essayer de faire passer sa propre vision. Alors qu'en fait, il y a dans tous les partis politiques, dans toutes les approches, dans toutes les visions, des choses à retenir et des choses à rejeter. Le réalisme, c'est quand on prend ce qui est de bon partout et qu'on arrive à un résultat parce qu'on arrive à créer des synergies. C'est bien. Et vous êtes... Est-ce qu'il y a des activistes ou des gens qui vous disent non, 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 on ne doit pas non plus parler d'économie ou non, les gens réussissent à comprendre maintenant? Alors, il y a des gens que je n'estime pas réalistes qui excluent, par exemple, dans l'activisme écologique, toute discussion avec les entreprises. Alors que les entreprises sont justement celles qu'on doit accompagner dans cette transition. Et parfois, c'est celles qui ont les solutions qui vont pouvoir permettre d'agir sur le plan concret. Mais il y a aussi des entreprises qui continuent à penser que la seule manière de faire, c'est ce qu'elles ont toujours fait et qu'il n'y a pas pour elles de rentabilité possible dans l'écologie, alors que c'est exactement le contraire. Donc vous voyez des gens
très carré partout. Et ce qu'il faut, c'est justement essayer de mettre ensemble ceux qui ont envie de collaborer, quelle que soit leur origine. Oui, oui. Et de moins en moins, une entreprise croit que l'écologie ne les aide pas. Hein. De plus en plus, elles sont très conscientes du rôle que l'environnement peut faire et qu'elles ont intégré aussi avec le temps. Donc, vous dirigez la fondation Solar Impulse. Pouvez-vous nous parler un peu de cette organisation? Alors, la fondation Solar Impulse, c'est une fondation à but non lucratif. Le premier grand projet, c'était montrer que les technologies propres et les énergies renouvelables peuvent faire des choses impossibles, comme voler autour du monde en avion solaire. Et la deuxième action, c'est l'identification de solutions économiquement rentables qui protègent l'environnement. Ça, on est arrivé, on en a identifié 1450 maintenant, en donnant le label Solar Impulse à ces solutions. Puis la troisième action, c'est celle qui démarre maintenant, c'est celle d'implémenter ces solutions auprès d'entreprises et de pouvoirs publics. Donc on essaye d'aborder des ministères, des pays, des régions pour les former, les initier à toutes ces solutions qui, pour eux, dans chaque région, permettraient de développer l'économie, de protéger l'environnement, d'améliorer le pouvoir d'achat, l'emploi, etc. Et le label, hein, comme vous l'appelez, qu'est-ce qu'il permet, ce label, ou qu'est-ce qu'il représente? Alors, le label Solar Impulse Efficient Solution, Oui. c'est le seul label au monde qui certifie la rentabilité économique d'un produit, d'un système, d'un matériau, d'un appareil qui protège l'environnement. Ah oui, c'est le seul. Alors, félicitations, je ne savais pas que c'était le seul. C'était une belle attention. Vous faites la promotion d'un futur propre plutôt qu'un futur vert. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que vous entendez par un futur propre? Pour moi, le futur vert, c'est un futur qui est uniquement le résultat d'une demande des partis écologiques, des partis verts. Le futur propre, c'est un futur qui est efficient, c'est-à-dire qui intègre l'économie, qui intègre la politique, qui intègre l'industrie, de manière à arrêter que notre monde gaspille autant, gaspille de l'énergie, gaspille des ressources naturelles, gaspille de la nourriture, gaspille des déchets parce qu'on n'a même pas compris qu'on peut l'utiliser comme ressource. Et de cette manière-là, être plus efficient, c'est en même temps être plus économiquement rentable, tout en étant beaucoup plus écologique. Un futur holistique, comme on pourrait dire, en intégrant les trois dimensions du développement durable. Vous avez été nommé en 2020 à titre de conseiller spécial à la Commission européenne. Donc, quelles sont vos responsabilités à cet égard? La responsabilité, c'est d'envisager le futur sous un angle différent que l'extrapolation du présent. Et je travaille avec le commissaire européen Maroš Šefčovič, qui est responsable du foresight de l'Europe, donc du futur de l'Europe, pour voir quelles sont les mesures qu'on pourrait introduire maintenant pour partir dans une direction qui est plus favorable. J'ai deux dernières questions pour vous. La première de ces deux, est-ce que vous demeurez optimiste? Je suis très optimiste quand je vois la quantité des solutions qui existent et je suis pessimiste quand je vois la difficulté de les implémenter et le temps qu'il faut pour les implémenter. Mais il faut garder espoir tout de même. Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'espoir d'éviter le maximum de la catastrophe. On peut toujours faire mieux que le pire. Puis, si je peux m'exprimer comme ça. Et puis ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous avez, de quoi avez-vous été le plus impressionné jusqu'à maintenant pendant la COP? Je vais peut-être vous surprendre, mais la rencontre qui m'a le plus marqué, c'est le chauffeur de taxi à qui j'ai donné 4 € de pourboire et qui pleurait en me remerciant. Parce que ça montre à quel point la vie, c'est en majorité dans ce monde celle des plus démunis. Et quand on pense au changement climatique, quand on parle de toutes les actions qu'il faut faire, c'est pour que cette transition soit juste et prenne en compte ceux qui sont les plus pauvres et les plus malheureux dans ce monde. C'est très touchant. Puis oui, on le remarque partout où on circule. Vous avez raison, les chauffeurs de taxi, oui. Les employés dans les hôtels. Et c'est là qu'on voit que dans les actions pour changer le cours des choses, toutes les actions pour protéger le climat, on voit que ça doit toujours être axé sur les besoins des populations les plus faibles,
sur leurs besoins en énergie propre, sur leurs besoins en alimentation, sur leurs besoins en santé, en éducation. Et ça doit pouvoir être fait tout en protégeant l'environnement. Et c'est cette réconciliation-là qu'il faut absolument obtenir. Je peux vous dire que vous nous inspirez beaucoup. Et ne cessez jamais de croire en ce que vous faites, de croire en l'humanité, de croire à l'amélioration de la vie. Vraiment, nous continuons, nous poursuivons, nous vous suivons dans tout ce que vous faites. C'est un grand bonheur de vous rencontrer. Et merci beaucoup de nous encourager, de nous accompagner. Merci, M. Dr. Picard. Au plaisir. Au revoir.